Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube et dans notre émission adotv.com, troisième numéro pour cette toute nouvelle émission qui parle bien sûr de vous et puis encore de vous. Mais pour en savoir plus, je vous invite à regarder le générique et on se retrouve juste après avec Julien et Joseph et nos invités. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes actuellement en train de peaufiner la préparation de notre émission TV qui aura lieu tous les vendredis de 18h à 19h en direct sur Facebook et YouTube. Ce programme entièrement réalisé par les jeunes de Netreville et du Clos-au-Duc parlera de sport, musique, littérature et plein d'autres choses. Alors vous derrière votre écran, soyez nombreux à nous regarder à partir du 19 janvier 2018 sur adotv.com. Eh bien, comme on vous l'a dit, cette troisième édition de adotv.com, quel plaisir de vous retrouver en direct sur YouTube et bien sûr avec mes deux amis Julien et Joseph. Est-ce que ça va bien, messieurs, cette semaine, aujourd'hui même? Le micro bien près de la bouche. Oui. Oui. Et vous, Joseph, ça va bien? Oui, moi ça va, bien. Aujourd'hui, vous nous avez invité un homme, vous nous en avez parlé un tout petit peu la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois petits mots avant qu'on puisse faire sa connaissance directement avec lui? Il travaille sur l'environnement. Sur l'environnement. Alors c'est quoi l'environnement justement? Quel environnement? L'environnement, c'est observer la nature. Julien, est-ce que tu peux nous présenter ton invité s'il te plaît? Oui. Il s'appelle Robin Branchu. En fait, sa passion, c'est l'environnement. D'accord, ok. Je vous propose tout de suite de faire sa connaissance. Je vous laisse lui poser les questions que vous avez préparées et puis moi je vous écoute. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Monsieur Branchu, bonjour et merci de votre présence. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Nous savons que vous faites partie de la DGCS. Pouvez-vous nous en expliquer en quelques mots? Alors, je travaille à la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, au pôle jeunesse, sport et animation. Et en fait, je travaille pas entièrement avec l'environnement, c'est surtout une passion. Donc, c'est pas forcément dans le cadre de mon métier. Et après, au niveau de la DDCS, on s'occupe surtout de sport, d'animation. On vérifie, par exemple, si les entraîneurs sportifs sont bien diplômés, des choses comme ça. Donc on a toute une mission auprès, non pas de l'école, du service scolaire, mais des associations, des services associatifs. Ah, c'est très intéressant. Mais si nous vous avons invité, c'est surtout pour parler de votre passion, l'environnement. Alors, ma passion pour l'environnement, même si c'est un peu réducteur, ce qui me préoccupe en fait, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est énormément dépendant du pétrole. Ici, par exemple, quasiment tout ce qu'il y a dans cette pièce dépend du pétrole. Et que si un jour, il fallait nous en passer, on serait un peu mal. Alors qu'avant, dans les époques d'il y a pas plus tard que mes grands-parents, par exemple, toute cette dépendance au pétrole n'existait quasiment pas. Qu'est-ce qui vous a amené à cette passion? C'est une interrogation sur le monde dans lequel je vivais. Je ne me suis pas contenté de me dire je vais trouver un boulot et puis je vais fonder une famille et puis voilà, ça va suffire. Je me suis aussi dit qu'est-ce que c'est que ce monde de fou dans lequel je vis, parce que je voyais bien qu'il y avait quelques problèmes. Il n'y a pas que celui du pétrole, il y a celui des injustices, il y a des guerres, etc. Sur Netreville, nous savons qu'il va y avoir la création de forêts nourricières. Et c'est vous qui en êtes à l'origine. Alors oui et non, je ne suis pas tout seul. J'avais cette idée dans la tête depuis assez longtemps, mais on est tout un groupe autour et on peut dire, entre 10 et 30, quoi. Hein. Voilà, il y a tout un collectif d'associations, d'une dizaine d'associations qui portent ce projet.
Et la forêt dont vous parlez, c'est un terrain de 8300 mètres carrés mis à disposition par la municipalité à la Censurière à Netreville. Et pouvez-vous nous donner plus d'informations à ce sujet? Alors, la convention a été signée le 21 novembre dernier. D'ailleurs, le lendemain, on avait une réunion d'information à la L2E qui a rassemblé une trentaine de personnes. Depuis, on a fait à peu près 3 chantiers, oui, au minimum 3 chantiers de plantation. Déjà avant, on avait tenté de planter quelques essais pour voir ce que ça donnait, puis du coup, ça nous a permis de nous rendre compte qu'il n'y avait pas que nous qui étions intéressés par cette forêt, il y avait aussi des chevreuils, des lapins, voilà, donc il y a une petite concurrence, et ça nous permet de savoir aujourd'hui qu'il faut absolument protéger et donc grillager tout ce qu'on plante, sinon c'est mangé par nos petits concurrents. Il existe également des jardins partagés. Pouvez-vous nous en dire en 2 mots? Alors, les jardins partagés. Dans le temps, par exemple, quand j'étais gosse et que j'allais chez mes grands-parents, quasiment tout le monde avait un jardin potager. Pas partagé, mais potager. C'est-à-dire un jardin chez lui. Tout le monde habitait dans des maisons de plein pied, pas dans des immeubles. Les immeubles sont apparus dans les années, allez, on va dire 50-60. Et avec la modernisation, on a perdu cet usage des jardins potagers. Et du coup, ça revient avec des jardins partagés au sens où des gens se mettent à plusieurs pour cultiver une parcelle qui est dans un endroit précis. Donc c'est pas dans la maison où les gens habitent, parce que c'est souvent des gens qui habitent en immeuble, qui vont dans des jardins partagés. Ils vont parfois un peu plus loin de chez eux pour aller jardiner, 1 kilomètre ou peut-être 2-3 kilomètres parfois. Donc parfois même ils sont obligés de prendre leur voiture, alors qu'avant c'était chez eux. Et là, ils font pousser des légumes en faisant du maraîchage. Merci pour toutes ces informations. Pour finir, 2 questions plus générales. Quel serait pour vous le meilleur système écologique? Eh ben, le meilleur système écologique pour moi, ce serait tout simplement le système qui existait il y a longtemps et qui a existé depuis la nuit des temps. C'est-à-dire quand on regarde comment vivaient les sociétés anciennes, jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, jusqu'à, je répète, mes grands-parents, par exemple, que j'ai connus quand j'étais petit et j'allais à la campagne. Et il y a encore aujourd'hui plein d'endroits à la campagne où c'est comme ça, où les gens vivaient sans dépendance au pétrole, c'est-à-dire ce qu'on peut dire un monde artisanal, tout simplement. Un monde dans lequel on n'avait pas besoin d'avoir recours à des énergies fossiles, même pas à des énergies renouvelables ou à la marge, très peu. Et les gens vivaient heureux. Et ça, on a du mal à le comprendre tellement on est pétri par cette idée qu'avant c'était pire, aujourd'hui c'est mieux, c'est plus facile, on a le confort. Et en fait, le confort nous pose tellement de problèmes qu'il faut bien se rendre compte qu'avant c'était pas pire. Les gens étaient aussi heureux, sinon plus heureux que nous, parce qu'il y avait plus de liens. Il y avait peut-être moins de confort, mais il y avait plus de liens. Et surtout, leur vie était durable, vivable. Alors qu'aujourd'hui, avec entre autres les pollutions, le réchauffement climatique, la disparition des liens sociaux, on se rend compte que ce mode de vie qui a l'avantage du progrès et du confort, il est dépassé par ses inconvénients. Que feriez-vous pour l'écologie si vous étiez ministre de l'Environnement? Ouh là là. Alors, il se trouve que je ne suis pas ministre de l'Environnement, mais que je peux faire beaucoup plus, puisque en agissant en local, c'est-à-dire ici, avec notre collectif d'associations, on n'a pas besoin de passer par des décrets. Il suffit juste de se mettre à l'œuvre pour lancer des chantiers de production artisanaux. Donc on passe d'un raisonnement de consommateur à un raisonnement de producteur. Hein, tout le monde dit il faut arrêter de consommer ça. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut commencer à produire autrement, artisanalement, sans énergie fossile, de la nourriture avec cette forêt nourricière. Donc c'est juste un petit exemple, mais le but, c'est de la généraliser. Des vêtements, de l'habitat. Si on a ces 3 piliers de l'économie qui sont à nouveau produits par les gens en local, sans être ministre de l'Environnement, on change le monde. On change le monde là où on vit, et si ça se fait partout, on change le monde. Quelle serait votre première réforme? Alors, ma première réforme, ce serait de mettre en place ce que je viens de dire. En fait, je dis souvent que c'est assez rare qu'on m'invite comme ça, parce qu'en général, je fais peur, parce que j'annonce
deux mauvaises nouvelles. La première, c'est que le monde va mal, et la deuxième, c'est qu'il va falloir se retrousser les manches pour réinventer un monde artisanal où il faut travailler à la place du moteur, qui est alimenté par le pétrole. Et en fait, ces deux mauvaises nouvelles, ce sont deux bonnes nouvelles, parce que le fait de dire que le monde va mal permet de réagir, alors que tant qu'on ne l'a pas vu, on ne réagit pas, et le monde va effectivement de mal en pire. Et le fait de se retrousser les manches, c'est aussi une bonne nouvelle, parce qu'en fait, cette façon de retravailler en se retroussant les manches, c'est bon pour la santé, on évite la sédentarité, c'est bon pour le lien social, c'est bon pour l'écologie, enfin, c'est bon pour, à tout point de vue, quoi. Monsieur Branchu, merci. Mais merci à vous, Julien et Joseph. Julien et Joseph, vous étiez formidables. Robin, une petite question. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu vis un peu différemment et comment, par exemple, en deux, trois petits conseils ou deux, trois petites choses qui sont assez simples à changer dans le quotidien finalement des gens assez rapidement pour justement avoir un geste positif? Est-ce qu'il y a des choses comme ça Moi, je vois l'avenir en une action collective. Un dénommé Antoine Bévor disait « La liberté moderne est devenue l'individualisme, mais la liberté des anciens était la concertation ». Et toi, ta question, elle suppose qu'on va changer le monde avec des actions individuelles. Alors que... Pas forcément, c'est plutôt justement mettre en lumière à la connaissance de ces jeunes et du public qui nous regarde des choses peut-être qui existent déjà, qui ont déjà été réfléchies collectivement. C'est pas forcément un trait personnel, quoi. L'action individuelle efficace, de mon point de vue, c'est de s'impliquer dans des actions collectives. Et là, parce que ce qu'on fait individuellement, tu prends l'exemple de l'ermite qui est un modèle d'écologie. Il se retire du monde parce qu'il est isolé et il ne voit plus grand monde. Et en fait, lui-même, il a un impact écologique intéressant, c'est-à-dire très faible, mais il n'a pas d'influence sur les autres. Si on fait un effort collectif, là, on a une vraie influence pour réduire notre dépendance au pétrole, aux énergies fossiles, et aussi notre dépendance aux énergies renouvelables, qui sont elles aussi des aberrations à tout point de vue. Les énergies renouvelables, ça coûte cher. Ça pollue parce que ça dépend des ressources rares. Ces ressources rares, elles sont dans des pays en guerre, donc elles sont aussi à l'origine de conflits armés. Elles ne vont pas durer longtemps, puisque comme ces ressources sont rares, elles vont vite être épuisées. Donc c'est un mirage que l'on croit qu'il va durer, mais il ne va pas durer. Et enfin, elles ne sont pas à la hauteur des énergies fossiles en termes de puissance. Donc avec ces 4 ou 5 arguments, on se rend compte que la transition énergétique, elle n'arrivera pas. C'est pour ça que moi, je suis persuadé que c'est une transition artisanale et même musculaire qu'il faut faire, au sens où la traction animale n'est plus présente aujourd'hui. Le cheptel animal a disparu. Donc il va falloir plus compter sur nos muscles et sur une absence d'électricité, puisque l'électricité est elle aussi, dans tous les cas, dépendance de ressources rares. Quand tu dis le cheptel animal a disparu, c'est comment c'est un retour en arrière par rapport au remplacement de l'animal par l'homme? C'est les chevaux de trait qu'on avait il y a 2-3 siècles, enfin il y a encore 50 ans, ils ont disparu. Donc le temps de les retrouver, il va se passer plusieurs générations. Et on va être obligé, quand les énergies vont vraiment nous faire défaut, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre, s'il n'est pas trop tard, d'enrayer le réchauffement climatique, il va bien falloir compter sur nos muscles pour faire actionner des machines avec des roulements à billes, qui est déjà une innovation technologique intéressante, roulement à billes. À l'époque du Moyen-Âge, il n'y avait pas le roulement à billes. Donc clair. Non, ce n'est pas un retour à la bougie. Oui, c'est ça, on n'est quand même pas en retour. Non, parce que les gens, des fois, imaginent en se disant oui, on va retourner à l'âge des hommes des cavernes, enfin un truc très, très basique, il va falloir qu'on fasse du feu, il n'y aura pas d'électricité. Dans la tête des gens, des fois, changer de mode de vie, c'est aussi repartir sur quelque chose de moins confort. Oui et non. Si on prend l'exemple de la maison en paille avec chauffage au pull, on se rend compte qu'on a un confort impressionnant, sans aucune énergie autre que la paille, peut-être une bougie pour chauffer la maison, avec un bon pull, et ça suffit. Chauffage au pull, oui, je suis en train de... D'accord. Et le confort, on l'a. Et les maisons en paille, elles n'existaient pas. Elles commencent à être assez répandues de plus en plus, mais c'est une isolation pas chère et irremplaçable, incomparable. Concrètement, on a combien de temps pour inverser les choses? Honnêtement, je suis persuadé que c'est trop tard. Donc voilà, là la réponse elle est claire. Après, dans tous les cas, on a le temps qu'on se donne, c'est-à-dire que c'est trop tard et en même temps,
plus on est pressé, moins on y arrive. Donc on est obligé de prendre son temps. On est obligé de prendre en compte toutes les résistances qu'il y a partout pour aller le plus vite possible dans un monde qui résiste de toutes parts, parce que les médias dominants nous permettent de penser en permanence que tout va bien. Une page de pub, un petit morceau de musique, les résultats sportifs, tout va bien, c'est ça le message essentiel. Et quand on nous dit tout va mal, on ferme le poste parce que ça nous fait peur, et du coup on oublie que tout va mal, et pourtant on sait bien qu'il y a des petits problèmes. Bon, donc voilà, faut y aller, faut savoir que le monde va changer radicalement dans les années qui viennent. On parle souvent de 2020, 2020 c'est dans 2 ans, donc c'est vraiment pas dans longtemps. Et l'effondrement peut accélérer de manière vertigineuse pour plein de facteurs. C'est pour ça que le but, c'est aussi de se dire, le jour où cet effondrement va s'accélérer, il faudra organiser des réseaux d'entraide, de production locale et artisanaux pour pouvoir continuer à vivre en produisant ces 3 ressources vitales, l'alimentaire, le vestimentaire et l'habitat, et en faisant tant bien que mal renaître ces réseaux d'entraide et renaître ce savoir-faire qui a tendance à disparaître. C'est là où ça va être très très compliqué. Il va falloir trouver des méthodes de fabrication simples dans l'urgence. Bon, c'est sûr que ça ne va pas se faire sans dégâts, mais il faudra forcément que ça se fasse. C'est clair. Les politiques qui vont de leurs réformes et de leurs idées à chaque quinquennat, est-ce qu'on doit attendre d'eux, ou est-ce que justement, à ton avis, ça doit venir justement par ces collectifs soit réhabilités, soit dans lesquels on s'intègre ou on s'inclut même? Il y a une formule qui dit le contraire de l'espoir, c'est l'action. Donc moi j'en suis à me dire, il faut passer à l'action, là où on est, collectivement. Et puis les politiques, s'ils nous suivent, tant mieux. S'ils ne nous suivent pas, tant pis. Mais dans tous les cas, attendre que ça vienne d'eux, ça fait combien de temps qu'on attend? Puis on attend quoi en plus? Oui. Non, mais le sens de la question était par là. Robin, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. C'était dit au début, ton métier c'est d'être dans le ministère de la cohésion sociale. Tout ce qui concerne un peu l'accueil de loisirs, les loisirs des plus jeunes. J'imagine que c'est aussi des messages qui se passent à la jeunesse. Alors souvent, moi, quand je rencontre des jeunes qui viennent me dire, moi je veux faire un métier dans le sport ou l'animation, je réponds à leurs questions, je les conseille, et puis je leur dis après, si tu as une petite attirance pour un métier manuel, vas-y. N'abandonne pas ton projet dans le sport ou dans l'animation, encore que métier manuel et animation, ça peut être complètement compatible. Mais accorde-toi des stages d'une semaine, 15 jours dans la menuiserie, dans le maraîchage, dans n'importe quoi de manuel, parce que pour moi, le métier manuel, c'est les activités de demain. Et je veux aussi informer que tous les 3e mercredis du mois, en centre-ville à Évreux, j'anime un café décroissant, jeu de mots. La croissance ne reviendra pas, et c'est une bonne nouvelle. Et donc c'est le 3e mercredi du mois, autrement dit mercredi prochain, le 21 février, à partir de 18h30, et ça se passe au café du Beffroi, et ça dure 2 heures. Et après, on termine par un repas. Très bien. Bon, je crois que c'est complet. Robin, merci d'avoir participé à cette émission. Les garçons, merci d'avoir choisi un invité de marque, puisque c'était fort intéressant. Est-ce que tu es amateur de blagues, Robin? Oui, mais parce que tu veux que j'en trouve une tout de suite, là? C'est comme tu veux, pourquoi pas. Si tu en as une dans les tiroirs ou dans la poche, comme ça. Parce que nous, on a un spécialiste. Mais as-tu une blague? Mister Blague. Ouais. Non, là, comme ça, j'en ai comme pas. Ça, non. Mais vas-y, fais venir Mister Blague. Je vous propose de retrouver tout de suite Mister Blague. Robin, merci à toi. Merci à vous. Monsieur Anir, vous êtes là? Ça va bien? Oui. Sûr? Oui. C'est bon, vous n'êtes pas ça pour nous faire plaisir? Ah non. Est-ce que vous êtes amateur de blagues, Julien et Joseph? Oui. Oui. Disons, je viens de remarquer un truc, c'est les 2 J, vous, non? Julien, Joseph. C'est une blague, non? Alors, Annie, puisque vous êtes le spécialiste des blagues, c'est à vous, tout de suite, allez-y. Donc on va commencer par la première blague. Alors, parlez bien fort parce que j'ai du mal à vous entendre, vous savez, malgré mon grand âge. D'accord. Voilà. Donc nous allons faire la première blague. Oui. Qu'est-ce qu'un M avec des écouteurs? Qu'est-ce qu'un M avec des écouteurs? Un MP3.
C'est pas mal, on peut l'applaudir. Un MP3, oui, celle-là je la note. J'ai pas de crayon, mais je la note dans ma tête. Ah, bravo, bravo. Anir, merci pour cette première blague. Vous en avez une deuxième? Pourquoi un Mexicain mange-t-il toujours aux toilettes? Un Mexicain Parce qui mange aux toilettes. Parce qu'il mange épicé. Mais c'est une super blague. Merci Anir pour cette blague. Est-ce que vous avez encore une petite blague ou deux à nous faire, Anir? Oui, j'ai encore 2 blagues. Ah, super. Allez-y, c'est porte ouverte là. D'accord. Donc il y a un Américain, un Français et un Arabe dans un avion. Et ils doivent toucher pour savoir ils sont où. Et après, il y a le Français, il touche la tour Eiffel, il dit « Ah, on est en France ». Après, il y a l'Américain, il touche la statue de la Liberté. Il dit « On est aux Amériques ». Après, il y a l'Arabe, il essaye de chercher quelque chose. Il retire sa main, il se fait voler sa montre. Il a dit « Ah, on est au Maroc ». Pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est une très bonne blague. Voilà, il faut faire attention comment on la raconte et à qui on la raconte parce que ça Oui. pourrait être très mal pris. Mais là aujourd'hui, ça passe parce que c'est dit avec le sourire et ça passe. Voilà. Ouais. Vous êtes marocain Oui. Oh, je mets mon téléphone dans ma poche. Anir, est-ce que vous avez encore une blague? Oui. Alors vas-y. Bon, il y a 3 caca qui partent à la guerre. Ce soir, le niveau est élevé. Sur leur chemin, ils rencontrent la diarrhée. La diarrhée, elle leur dit « Est-ce que je peux venir à la guerre avec vous ?» Les 3 cacas, ils disent « Non, la guerre, c'est pour les durs. Celle-là, je la valide et je la garde. Joseph, vous avez pensé quoi des blagues? Il y en a, ça passe, mais après, il faut prendre ça au second degré. Pour certaines, sinon c'est bien. Sinon, c'est bien, c'est validé. Validé, vous êtes embauché, on vous garde pour la semaine prochaine, Merci. la semaine d'après et encore. Si vous avez d'autres histoires drôles, vous n'hésitez pas à nous les amener, d'accord? » D'accord. Vous savez ce que c'est une poule? Oui. Et un poussin? Oui. Ça fait combien? 2. C'est ça, exactement. Waouh, c'était vraiment passionnant. Allez. Eh bien, merci Anir pour ces blagues encore une fois. Anir, on a quelque chose à vous proposer. J'ai une jeune fille qui, on ne peut pas révéler vraiment l'endroit dans lequel elle se cache, vous comprenez, pour des problèmes de sécurité. En tout cas, elle a décidé de nous parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Maïna, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Attendez, il faut que je vérifie un truc. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de m'échapper de mon frère et de ma soeur. Ils étaient en train de me sauter partout dessus. C'était horrible. Ah, ça, c'est un problème, hein, la famille. Je crois que c'est un problème. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur ça même que vous avez quelque chose à nous dire. Justement, c'est ça. Parce qu'en fait, je viens d'avoir une illumination il y a genre 30 minutes. Je me suis dit, tiens, si je parlais de ça. Du coup, je suis vous nulle, savez puis voilà. quoi? Tout le monde vous regarde et vous écoute, c'est à vous. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler des inconvénients d'avoir des frères et sœurs. Bon, alors déjà, il y a déjà... au début, vous êtes contents, ils sont tout mignons, ils sont tout gentils, ils sont tout beaux. Mais quand ils grandissent, à partir de 6 ans, c'est vraiment une catastrophe. Mais quand je vous dis une catastrophe, c'est une catastrophe. Parce qu'ils commencent à arriver... Ils commencent à beaucoup courir tout le temps. Du coup, ils vont casser des choses. Ils vont casser beaucoup de choses même. Puis après, sur qui ça retombe? C'est sur vous parce que vous êtes l'aîné. Et en plus, vous étiez censé les surveiller. Donc après, vous vous faites disputer. Vous essayez de vous défendre. Mais non, ça ne marche pas parce qu'ils sont tout petits. Ils ne peuvent pas casser des choses. Ils sont trop mignons pour faire ça. Bon, après, il y a aussi les moments où vous essayez d'être tranquille, donc vraiment tranquille, et que par contre vous partagez votre chambre avec celle de votre sœur. Du coup, vous êtes dans votre chambre, vous lisez, vous êtes sur votre téléphone, tout ce que vous voulez, et là, votre petite sœur débarque, vous lui demandez qu'est-ce qu'elle fait là, puis elle vous répond que c'est sa chambre aussi. Elle commence à prendre sa guitare, à faire du bruit, à essayer de jouer, mais c'est une catastrophe. Elle essaye de courir partout, elle joue au Barbie, elle est en train de vous parler de votre histoire d'amour entre Ken et Barbie, là. L'horreur, quoi. Mais bon, après, donc voilà, vous essayez de lui dire de partir gentiment, elle ne veut pas. Encore une fois, non plus. Vous commencez à vous énerver, c'est pareil. Et vous hurlez, et là, elle va pleurer à sa petite maman. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire, la maman? C'est la dernière chose qu'elle a entendue, crier. Donc, vous êtes encore punis. Je pense qu'il faudrait que je fasse un manuel de survie pour les frères et sœurs parce que là,
c'est plus possible. Hein. Je vous promets, Maxime, j'en peux plus. Hein. Dites-moi, Maïna, votre famille vous aime ou pas? Parce que là, Mon frère, ma soeur, parfois on se demande. Ah, il me semblait bien. Je me suis dit, bon, bah, vous savez, hein, il y a un site, adopteunefamille.com. Je vous conseille d'aller voir ça. En tout cas, merci pour cet étalage de vérité avec la famille, parce que c'est tout à fait ça. Maïna, on vous retrouve une prochaine fois. D'accord, au revoir. Essayez de prendre soin de vous. Hein. Oui, bien sûr, Allez. je fais attention. Au revoir. Au revoir. Merci Maïna, en tout cas, vous avez des frères et sœurs, vous? Ils sont plus grands que moi, donc... Donc vous, c'est vous le plus petit finalement. Ouais. Joseph, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à toi, Julien, aussi. Joseph, puisque tu es sur le plateau encore, on a passé une superbe émission. Ce soir, je te laisse conclure. C'est toi, tu regardes la caméra. Les spectateurs sont là-bas. Tu leur dis tout ce que tu as à leur dire. Bon, tu leur dévoiles pas tout non plus, mais tu leur expliques un petit peu ce qui va se passer. Allez, Joseph, c'est à toi. Enfin, ah oui, bon. Alors, merci à vous d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine sur une thématique. On parle de quoi, Maxime? Moi, j'aurais préparé mes affaires, mon bonnet, ma crème solaire. Je pars au ski. Ça sent les vacances. Oui, c'est exactement ça. Rendez-vous pour les vacances la semaine prochaine pour une prochaine émission. Désolé. Au revoir.